Alors, donc c'est quand même un taux de mortalité qui est relativement important pour une maladie infectieuse, mais rien à voir avec la mortalité de la grippe espagnole. Rappelez-vous que c'était entre 50 millions et 100 millions de morts sur 6 ans. Alors malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, avec la peur, panique qu'il y a eu de par le monde, il y a une paralysie totale, aussi bien économique que sociale, avec un dépassement des capacités sanitaires des différents pays, y compris les pays industrialisés, avec une récession économique qui nous mène droit vers une troisième guerre mondiale. J'espère que ça ira pas jusque-là. Mais malheureusement, cette mortalité qui est relativement aux alentours de 11% globalement, si on va de 1% globalement, est assez centrée sur les sujets âgés et les porteurs de comorbidité. C'est ce qu'on a tous appris à voir et à observer parmi nos patients. C'est une maladie aux multiples facettes parce qu'elle a une présentation clinique initialement essentiellement respiratoire. On a vu après des présentations cardiaques, neurologiques, digestives, cutanées. On a vu de tout avec cette maladie. Dans le diagnostic relativement facile quand on est sur une symptomatologie clinique habituelle, mais parfois c'est très contraignant, on n'arrive pas à penser initialement à la Covid et puis il s'agit réellement d'un cas avéré avec une PCR positive. Le pronostic est malheureusement imprévisible. C'est vrai qu'il y a des facteurs prédisposant à la gravité, mais il y a parfois des sujets qui n'ont aucun facteur de comorbidité ou de gravité qui succombent à la maladie. Et là, c'est le rôle de la génétique en premier avant tout. Et initialement, on n'avait pas réellement de traitement. Actuellement, on a une profusion de molécules et de stratégies et de propositions thérapeutiques qui sont en perpétuelle évolution. Ce qu'on a actuellement, pourquoi on en parle encore? Parce que le virus SARS-CoV-2 s'est adapté à l'homme. C'était initialement une zoonose. Il est venu des animaux. On a trouvé récemment un virus qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau chez un chiroptère, donc chez une chauve-souris en Chine, et probablement qu'on est en train d'arriver à trouver l'hôte initial du virus, ce qui va enlever cette rhétorique itérative de fait par l'homme ou non pas fait par l'homme. Et il s'est intégré actuellement à la panoplie des virus respiratoires. Il est là, avec la grippe, avec le VRS, avec les autres virus respiratoires. On ne les a pas vus pendant très longtemps, du moins en 2020 et jusqu'à octobre 2021, parce qu'il y a un phénomène de compétition, un phénomène d'inhibition entre les virus. Et quand il y a un virus dominant, les autres n'arrivent pas à s'exprimer. Et sachant que ce virus, initialement, personne n'avait d'immunité contre. Et donc, tout le monde était réceptif à SARS-CoV-2. Et tous les autres virus ont été un tout petit peu inhibés. En plus de tout ce qu'on a fait comme isolement, éloignement, aération, port de masque et lavage des mains, ça a fait que les autres virus respiratoires n'ont pas été transmis ni vus. Alors, pour le moment, ce qu'on pressent, ce qu'on est en train de voir, c'est que le virus SARS-CoV-2 va évoluer de façon saisonnière, par vague, comme tous les autres virus respiratoires. Et comme vous le savez, pendant l'hiver, l'automne et le printemps, on a différentes vagues qui se croisent. Un virus qui monte, un autre qui descend, mais de toutes les manières, ils sont tous là, avec 1 à 2 vagues par saison. D'où l'importance de l'intégrer dans le système de surveillance de la grippe, système de surveillance de la grippe qui est connu, qui est avéré, qui est bien rodé depuis 1957. Et vous savez tous que nous avons une surveillance mondiale à travers l'OMS avec le réseau GISRS. Et ce réseau qui est basé sur les centres ILI et sur les centres SARI fait la surveillance des choses circulantes de la grippe. Donc, il fallait profiter de ce réseau bien rodé pour intégrer la Covid dedans. Et c'est ce qui a été fait et décidé par l'OMS et les différentes instances internationales. Depuis le 31 janvier 2022, ça a été officiellement intégré. Et cette intégration fera que tous les centres de prélèvement de veille, parce que c'est des réseaux sentinelles qui sont en train de prélever les patients dès lors que le nombre ou le pourcentage de consultations pour manifestations respiratoires augmente, comme ils font la collecte et le diagnostic des virus grippaux, ils vont faire sur le même prélèvement le virus SARS-CoV-2. Et donc, de cette façon, nous avons le laboratoire qui va tester, qui va confirmer oui ou non il y a grippe, oui ou non il y a le SARS-CoV-2. Il va
bien sûr dire au centre national qui va référer aux centres internationaux qui vont tous collecter en fin de compte sur le centre de New York, qui est le centre le plus important du monde. Ceci, pour quelle raison? C'est pour avoir des mesures préventives adaptées à la souche circulante, parce que vous savez très très bien que dans la vaccinologie, il faut que le vaccin soit adapté à la souche dominante et à la souche qui circule le plus. Sur le plan virologique, je ne vous rappelle rien du tout en vous disant qu'il y avait le SARS-CoV-1 en 2002-2003 qui était associé à 10% de mortalité. Le MERS-CoV depuis 2012 en Arabie Saoudite essentiellement, mais qui a touché quand même plusieurs pays, dont le nôtre en 2013. Et là, c'est 33% de mortalité, rien que ça. Hein. Heureusement qu'il est difficilement transmissible. Et que en 2019, nous avons observé un autre bêta-coronaviridé qui est le SARS-CoV-2, parce qu'il est très très proche du SARS-CoV, relativement lointain du MERS-CoV. Alors, ces trois cousins, ou ces trois bêta-coronavirus qui normalement ne devraient pas atteindre l'homme parce que c'est des virus d'animaux, ils se ressemblent énormément. Ce sont de petits virus qui, à peu près en 30 000 paires de bases, avec un génome qui se ressemble énormément, mais avec une disposition qui est un peu différente. Ce sont des virus enveloppés, donc très fragiles dans la nature, très fragiles à la dissécation, à tout ce qui est antiseptique et savon et alcool, bien sûr. Le virus va entrer à travers la spike et le domaine RBD en particulier, en se fixant sur l'ACE2, le récepteur ACE2. Il va intégrer la cellule humaine pour aller faire sa translocation et sa réplication, et puis faire la transcription pour créer ces protéines, et tout ceci en intracytoplasmique et dans l'appareil de Golgi sans entrer dans le noyau cellulaire. Après, bien sûr, il va se rassembler, créer le nouveau virus pour sortir afin d'infecter d'autres cellules et d'autres personnes. Alors, on sait très très bien qu'il fait des fautes de transcription, comme tous les virus ARN. Mais, paradoxalement et comparativement à d'autres virus ARN, il est relativement stable et il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Mais comme il y avait une circulation massive à cause de la réceptivité de la population mondiale, il y avait une création de multiples variants et sous-variants. Et cette faute de transcription se fait par erreur au niveau des acides aminés, qu'il soit va modifier ou encore faire des délétions. Et donc, il va oublier de mettre un acide aminé à sa place. Ce qui va générer les variants. Et ces variants peuvent être des variants mineurs qui n'ont aucune implication en clinique, aucune implication sur l'épidémiologie, ou des variants d'intérêt, ou encore des variants qui peuvent embêter le monde médical parce que ce sera des variants of concern, ou encore, et ça n'a jamais été créer un variant tout à fait différent qui va complètement changer la donne par rapport même au mode de transmission, et c'est ce qu'on appelle variant of high consequence. Et là, sur le plan international, on n'a jamais vu ce quatrième niveau de réplication ou de variation. Alors, en gros, le virus est fait de plusieurs partie, et celle qui nous intéresse le plus, c'est la spike, parce que c'est celle qui va permettre l'entrée du virus, et c'est sur la spike, au fait, qu'on va déterminer toutes les protéines qui servent au diagnostic. Quand on regarde la spike, elle a deux sous-unités, la sous-unité 1 et 2, et au niveau de la sous-unité 1, il y a le domaine RBD qui lui sert pour l'entrée. Et c'est le domaine le plus touché par les mutations. Quand vous voyez aussi bien le variant alpha que bêta, que gamma, que delta, le maximum de mutations importantes était au niveau du domaine RBD. Et c'est ce qui a créé les 5 variants of concern, donc les plus grands variants qui ont intéressé l'épidémiologie mondiale. Et quand on voit l'évolution des variants, c'était un qui va supplanter l'autre. Parfois, ils étaient en circulation concomitante, mais depuis qu'on a Omicron, il n'y a quasiment que Omicron qui circule. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 3 millions de sous-variants Omicron. Et donc, Omicron, paradoxalement, c'est un virus qui est devenu très gentil relativement par rapport à Delta, qui était très incisif, qui avait une symptomatologie clinique et une mortalité horriblement importante. Omicron, par contre, depuis qu'il a été décrit, il s'est associé à des situations cliniques moins sévères, à un pronostic qui est plus favorable, mais à une transmissibilité qui est beaucoup plus facile. Alors, Omicron associe les 4 grandes mutations des 4 variants of concern initiaux. Et donc, c'est quelque chose de très très important. Et
ces mutations qui existent avec Omicron et qui ont généré les 3 millions de sous-variants ont été décrits un peu partout dans le monde, aussi bien en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et un peu partout dans le monde, avec tous les sous-variants que dont vous avez entendu parler. Le B1.1.5.25, c'est le Omicron initial. Après, il y a eu plein d'autres panoplies. Le dernier, c'est le BQ1.1, qui est là depuis novembre 2022 d'une façon exclusive, et il est dominant actuellement un peu partout dans le monde. Et vous voyez que c'est le chiffre qui s'associe aux différents variants est relativement important, sachant que le chiffre le plus important, c'est celui qui s'associe au premier variant Omicron initial. Alors pourquoi on surveille ces variants? En fait, pour 4 risques majeurs. C'est pour la prévention de ces risques, c'est l'augmentation de la transmission, chose qu'on a vue avec Omicron. L'échappement au diagnostic, heureusement qu'il n'y a eu aucun variant qui a échappé au diagnostic parce que c'est relativement stable malgré les modifications. L'échappement à la vaccination, et on sait que sur le plan vaccinal, plus le variant est différent, moins est efficace la vaccination avec le vaccin antérieur. Mais ce qui est bien, c'est que tous les variants sont originaires et ils prennent origine au niveau du Wuhan initial. Et donc, il y a toujours une réponse vaccinale malgré les modifications, même avec les vaccins initiaux. Ce qui est encore inquiétant, c'est l'échappement aux anticorps neutralisants qu'on peut utiliser pour prévenir l'apparition de la maladie chez des personnes immunodéprimées. Alors, comme vous le savez très bien, le virus, quand il entre, il va générer une infection des cellules épithéliales respiratoires en premier, mais comme la CE2 existe un peu partout, il va donner une infection généralisée. Ça va générer une activation des cellules de l'immunité avec une synthèse de cytokines pro-inflammatoires qui vont générer, que ce soit par l'effet inflammatoire et l'œdème, que ce soit par la toxicité directe des polynucléaires neutrophiles ou des monocytes, des dommages tissulaires. Et si on se met à synthétiser d'une façon trop importante les cytokines pro-inflammatoires et qu'on oublie de synthétiser les cytokines anti-inflammatoires pour équilibrer un tout petit peu les phénomènes, nous allons arriver à ce qu'on appelle l'orage cytokinique qui va emporter le patient dans bon nombre de cas. Alors, une fois nous avons revu tout ça, nous nous dirigeons vers la clinique et comme vous le savez, comme nous l'avons tous vécu ensemble, c'est une maladie polymorphe. C'est une maladie qui génère des symptômes parfois trompeurs. On ne pense pas à la Covid et en fin de compte, c'est une Covid à cause de cette endotélite généralisée, endotélite qui peut générer des thromboses, qui peut générer une fatigabilité, qui peut générer des manifestations atypiques. Mais ce qui est très inquiétant avec Covid, c'est le risque cardiovasculaire majeur avec des IDM, avec des thromboses, avec des AVC et tout ce qu'on a pu vivre ensemble, bien sûr les myocardites en tête de liste. Mais il ne faut pas être inquiet parce que globalement, c'est une maladie bénigne. 80% des cas sont soit asymptomatiques, soit des formes mineures, 15% de formes sévères et 5% de formes critiques. Le problème, c'est que toutes ces formes peuvent s'aggraver secondairement si on n'a pas un diagnostic précoce, si on a une thérapeutique erronée. Et j'en arrive à la définition de l'INEA, celle la plus récente qui a été faite en avril 2022. C'est des formes légères essentiellement quand on n'a pas de pneumopathie, des formes modérées quand il y a la pneumonie mais sans signe de sévérité, des formes sévères quand la fréquence respiratoire est supérieure ou égale à 30 et où la SpO2 inférieure strictement à 94% à l'air ambiant, et enfin les formes critiques quand on a une détresse vitale quelconque, un sepsis ou un besoin d'une assistance respiratoire. Les critères de gravité qu'on avait retenus en avril 2022 et qui sont très simples à trouver à l'examen clinique sont la SpO2 inférieure à 14%, la polypnée supérieure égale à 30, une pression artérielle systolique inférieure à 100 et en plus une altération brutale de l'état général ou de la tension chez un sujet âgé. Pour la Société américaine de maladies infectieuses, il y a 3 grandes formes cliniques. C'est les formes légères modérées quand la SpO2 est supérieure strictement à 94 et qu'on n'a pas besoin d'oxygène. Les formes sévères, c'est quand c'est inférieur ou égal. Et vous voyez que là, ils incluent le 94% dans les formes sévères. Et pour les formes critiques, c'est uniquement quand il y a besoin de ventilation mécanique avec ECMO, quand il y a dysfonction d'organes, sepsis ou SDRA.
Et là, donc, c'est un tout petit peu différent, mais ça se rejoint globalement. Et pour l'OMS, ils sont beaucoup plus permissifs. Là, on est sur une forme sévère quand la saturation en oxygène est inférieure à 90%. Et là, ils recommandent vivement qu'entre 90 et 94, c'est aux cliniciens de juger de l'état du patient. Parce qu'on ne peut pas raisonner de la même façon avec un BPCO, une insuffisance respiratoire chronique, avec un sujet âgé ou avec un sujet jeune sportif. Donc c'est au jugement de cliniciens de voir entre 90 et 94 si on doit dire que le patient est sévère ou pas. Alors, quels sont les facteurs de risque de gravité? Là, c'est la dernière mise à jour de l'IDSA. C'est toutes les comorbidités. Et là, bizarrement, l'HTA apparaît. Parce qu'avant, on disait que l'HTA, c'est uniquement en cas d'insuffisance cardiaque ou cardiomyopathie dilatée qu'on va l'impliquer dans les critères de risque de gravité. Donc là, il l'implique avec toutes les maladies respiratoires, neurologiques et cardiaques qu'on connaît, les myélodépressions, l'obésité, les cancers. Les sujets de plus de 60 ans, donc on a un tout petit peu diminué à 60 ans au lieu de 65, les femmes enceintes. Et là, ils mettent des critères. Il faut qu'elles soient plus de 35 ans, qu'elle ait un diabète gestationnel, qu'elle ait une éclampsie, une obésité ou une maladie chronique. Donc la grossesse simple chez une femme jeune n'est plus un critère de gravité pour les Américains. Le tabac, l'infection à VIH, paradoxalement chez nous, nous n'avons pas vu de forme grave chez le VIH. Sur les 1000 patients qu'on suit au service, on a eu 2 cas graves uniquement. Tous les autres ont fait des formes mineures, disons. Et, chose nouvelle, c'est l'absence de vaccination qui s'associe au pronostic de forme grave. Donc, quelqu'un qui n'a pas été vacciné risque de faire une forme grave plus que les autres. Donc là, c'est une fois qu'on a fait le diagnostic clinique et qu'on a besoin de confirmer la maladie, vous savez qu'on a la période où on va avoir la multiplication virale, c'est la phase virale. Et donc, le diagnostic, là, sera avec la PCR et les tests antigéniques. Une fois le patient arrivé tardivement, au bout de 2 à 3 semaines, nous ne pouvons faire qu'un diagnostic a posteriori avec les sérologies. Alors, ce diagnostic direct, qui est le gold standard pour le diagnostic, se fait grâce à un prélèvement nasopharyngé qui doit se faire correctement au niveau du nasopharynx et non pas du nez, qui doit être transporté à +4, qui ne doit pas traîner sur les paillasses. Après, il va aller en laboratoire pour faire la PCR, et donc faire tout ce qui est, toutes les étapes nécessaires pour l'amplification, et ce qui nous donnera à la fin le CT, la fameuse courbe qu'on voit avec le nombre de séquences et de cycles qui étaient nécessaires pour faire le diagnostic. Plus le CT est bas, plus la charge virale est élevée, et de toutes les manières, quand elle est jusqu'à 32-10 ans, le diagnostic est positif. Après, on ne sait pas réellement ce qu'on est en train de sortir comme diagnostic. Pour le diagnostic, là, il y a quelque chose qui a sauté. Donc, pour les tests antigéniques, ils répondent à la même façon, mais au fait, c'est avec un test rapide qu'on va le faire. Et pour le diagnostic indirect, il ne peut être que différé. Ça va utiliser des sérologies standards sur 100, c'est l'ELISA qu'on va utiliser, ou encore grâce à des tests rapides qui peuvent être utilisés pour voir la séroprévalence d'une infection donnée dans une population à un moment X. Et là, c'est des enquêtes de terrain essentiellement. On va faire un petit prélèvement, une petite goutte, et on va faire le même principe que le test antigénique rapide, parce qu'on va soit utiliser ces tests rapides, et ce sera toujours le même résultat, pour chercher les anticorps ou encore pour chercher les antigènes. Et là, ce qu'on va observer, c'est une phosphorescence, c'est une coloration, et c'est ce qu'on va voir après. Soit on va utiliser pour l'antigénique le test rapide qui nécessite bien sûr le prélèvement, soit la goutte de sang ici pour chercher les anticorps. De toutes les façons, nous aurons soit un test rapide si le contrôle et le test sont positifs, soit négatif quand c'est uniquement le contrôle. Mais si jamais le contrôle est négatif, quel que soit le test, quelles que soient les bandes qui apparaissent, ce sera un test à refaire, il n'est pas valide. Donc, la dernière recommandation de l'OMS qui date de septembre 2022, c'est que pour chaque cas suspect de Covid-19, il faut faire un test PCR sur un prélèvement respiratoire pour confirmer la maladie. Après, si on a une dépouille, on va prélever pour confirmer la cause du décès et voir si c'est une dépouille Covid-19 ou pas, mais on peut aussi faire un
prélèvement rectal, parce que comme vous le savez, il y a une élimination rectale du virus, mais qui n'est pas contagieux parce qu'il est digéré. Mais ça peut être un moyen de dépistage. D'ailleurs, ils font, et de plus en plus, le dépistage de l'ARN viral dans les égouts, afin de voir si ça circule dans une zone donnée, et ça sert à donner l'alerte, mais pas à dire que c'est contagieux. Alors, ce qui n'est pas du tout recommandé, c'est la sérologie pour le diagnostic, donc il ne faut pas l'utiliser pour un diagnostic en phase aiguë. Une fois confirmé, nous serons obligés, bien sûr, de prendre en charge le patient. Et là, comme vous le savez, c'est une prise en charge qui est aux multiples facettes aussi. Si on veut arriver à une guérison sans séquelles, il faut avoir un traitement symptomatique avec un soutien psychologique, les anticoagulants, la déambulation, garder une activité physique même minimale, la vitaminothérapie, l'hydratation, l'équilibre ionique, là, tout ça se discute, mais surtout l'hydratation qu'il faut donner, l'oxygénothérapie adaptée aux besoins du patient. Il ne faut pas donner 15 litres quand on a besoin uniquement de 2, la corticothérapie et l'immunomodulation, et bien sûr, les antiviraux, les anticorps neutralisants et le sérum convalescent, parce que là, c'est sur ça qu'on va essayer d'éliminer la multiplication virale. Alors, on a plusieurs cibles théoriques du traitement, et là, comme vous le voyez, c'est le cycle viral avec le noyau, le Golgi, là, c'est la cellule humaine, et donc, on peut agir sur les différentes étapes de multiplication virale, ou encore sur la réaction inflammatoire qui va être générée par le virus. Donc, le cycle viral est une cible particulièrement prépondérante actuellement dans la recherche, mais aussi l'action sur la réponse inflammatoire qui va générer l'orage cytokinique et donc l'aggravation du patient. Quelles sont les molécules à action antivirale dont on dispose? Nous disposons de plusieurs choses. Il y a bien sûr les RBD, on va donner juste un faux RBD qui va se fixer sur le récepteur ACE2 de façon à ce que quand vient le virus, il ne pourra pas se fixer parce qu'il est déjà rempli par le récepteur. Sinon, on peut aussi donner des anticorps neutralisants et ces anticorps neutralisants vont faire que les spikes ne pourront pas arriver jusqu'à le récepteur ACE2 et donc il ne pourra pas du tout se fixer. Ainsi, on va prévenir les maladies. Donc là, ce ne peut être que un processus de prévention. Ça ne peut pas être un processus thérapeutique. Par contre, pour le traitement, on peut agir soit sur l'entrée, soit sur la translocation, soit sur la transcription, soit enfin sur le rassemblement et la maturation des protéines. Et il y a une multitude de cibles théoriques, mais est-ce que c'est efficace? Donc, on va commencer par le nirmatrelvir ritonavir, molécule qui a fait couler beaucoup d'encre au fait, qui est un inhibiteur de protéase. Et c'est une association d'une molécule qui a été créée de nouveau au fait pour le SARS-CoV-2. Ritonavir est un inhibiteur de protéase qu'on connaît depuis le VIH, qui sert uniquement à booster les autres inhibiteurs de protéase, qui sert à prolonger leur demi-vie, à augmenter l'air sous la courbe. Donc ça améliore l'activité et ça diminue le nombre de prises. Au lieu de prendre les antiprotéases 3 à 4 fois par jour, on pourra les prendre entre 1 et 2 fois par jour, ça dépend de la molécule. Et là, pour l'OMS, la seule indication actuellement retenue pour le nirmatrelvir ritonavir, c'est les formes non sévères de Covid-19 chez des patients ayant un haut risque d'évolution vers l'hospitalisation et la mortalité. Et donc, aucune indication par contre pour les autres patients. Ce qui est très bien pour cette molécule, c'est qu'on doit l'utiliser très précocement. Donc, le patient doit venir d'une façon précoce pour venir consulter. On doit avoir une confirmation rapide. On va la garder pendant 5 jours avec 2 comprimés à 150 mg de nirmatrelvir, 1 comprimé à 100 mg de ritonavir 2 fois par jour. Sachant que tous les inhibiteurs de protéase ont des effets indésirables majeurs, essentiellement gastro-intestinaux, mais aussi pancréatiques. Mais pour 5 jours, ce ne sera pas très très dur à supporter, mais ils ont des effets, des interactions médicamenteuses majeures avec différentes familles pharmaceutiques, donc il faudra vérifier au préalable les médicaments que prend notre patient avant de le prescrire. Alors, pour les formes non sévères, avec un bas risque d'hospitalisation, ce n'est pas du tout recommandé, que ce soit pour l'OMS ou pour les Américains ou pour les Canadiens. Sachant que quand on prend le nirmatrelvir ritonavir, il y a un risque de reprise de l'activité virale une dizaine de jours après, et donc il n'y a aucun intérêt à le prescrire quand les patients n'ont pas de facteur de risque de gravité. L'intérêt de cette molécule, c'est de diminuer le risque de mortalité, de diminuer
le risque d'admission à l'hôpital qui passe de 60 pour 1000 patients à 9 pour 1000 patients. Et quand on est sur les d'autres types de patients qui sont aussi à haut risque d'hospitalisation, ça réduit le risque de 100 à 16. Mais on ne sait pas réellement s'il y a un intérêt quelconque pour la résolution des symptômes, par exemple. Un autre inhibiteur, un autre antiviral à large spectre, c'est le molnupiravir. Et le molnupiravir est recommandé par l'OMS pour les formes non sévères de Covid-19 avec un haut risque d'hospitalisation, mais uniquement si on n'a pas accès au premier antiviral. Alors ça se donne à la base de 800 mg par jour pendant 5 jours chez tous les sujets de plus de 18 ans, donc on exclut les enfants de principe et les femmes enceintes, bien sûr, n'ont pas droit à ce traitement antiviral. C'est la même chose pour les DSA, ce n'est pas du tout recommandé, sauf si on n'a pas accès à la première molécule. Donc, si jamais on n'a pas accès à la première molécule, on pourra l'utiliser. Le remdesivir, c'est un mononucléosidique qui a été initialement synthétisé pour Ebola et il a même été utilisé pour l'hépatite C. Il n'est pas recommandé actuellement pour les formes critiques, mais il est recommandé pour les formes non sévères avec un haut risque d'hospitalisation et de principe, de préférence en association aux autres molécules. D'ailleurs, même pour les DSA, elle le recommande pour les formes sévères sans ventilation invasive, mais ce n'est plus les 10 jours, c'est 5 jours actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il diminue le risque d'hospitalisation de 7% à peu près. Et là, si on a l'accès à cette molécule qui est injectable, là c'est la différence avec les autres qui étaient des comprimés, c'est de 100 mg J1, puis 100 mg J2 et J3 par voie intraveineuse stricte. Pour le plasma convalescent, actuellement, il n'est plus recommandé du tout pour l'OMS, mais pour la Société américaine de pathologie infectieuse, il garde une place pour le plasma convalescent chez les patients hospitalisés parce qu'ils ont peur de l'aggravation secondaire, mais de toutes les façons, chez les patients ambulatoires, il n'y a pas d'indication particulière. Une autre molécule, c'est le sotrovimab, qui est un anticorps neutralisant. Et là, on n'est pas sur un antiviral, mais on est sur plutôt l'inhibition de l'entrée du virus au niveau de la cellule. Donc, anticorps neutralisant qui a en fait donné beaucoup d'espoir initialement, mais actuellement, il n'est plus recommandé parce que les souches actuelles qui circulent ne sont plus sensibles à l'inhibition et la neutralisation de cet anticorps. Le carzimab, indevimab, ce sont 2 anticorps neutralisants qui sont associés actuellement et qui n'est pas du tout recommandé par l'OMS parce qu'il ne peut pas neutraliser les souches circulantes actuelles et on voit très très bien qu'il n'y a aucun intérêt entre l'association des deux et un comparateur. Pour le pinavir-ritonavir, qui est aussi un inhibiteur de protéase, c'est une association anti-VIH très connue depuis longtemps, ce n'est plus recommandé de l'utiliser, que ce soit pour les personnes exposées ou encore pour le traitement. Donc ça ne sert à rien, que ce soit pour la prévention ou encore pour le traitement. Je passe aux molécules à action immunomodulatrice. Et là, alors, il vous reste encore 10 à 15 minutes. Pour qu'on en laisse 10 à 15 minutes pour la discussion. C'est magnifique, on vous donne la parole. Ok. Alors, donc, pour ce qui est des cibles allant sur tout ce qui est inflammatoire, on peut agir sur les interleukines 6, sur le COX-2, sur le C5, le complément de type C5, ou encore sur l'orage cytokinique. Et là, on peut utiliser plusieurs molécules, les corticoïdes. Et là, la corticothérapie était parmi les premiers, la première molécule salvatrice qu'on a utilisée pour les formes sévères. Et là, c'est recommandé uniquement pour les formes sévères et critiques, et ce n'est pas du tout recommandé. Et là, on insiste encore que les patients qui n'ont pas besoin d'oxygène ne peuvent pas recevoir de corticothérapie et que si on veut prescrire des corticoïdes, c'est comme d'habitude 6 mg en intraveineuse ou péros pendant 10 jours ou jusqu'à la sortie de l'hôpital. Si on n'a pas accès à la DEXA, ce sera soit la méthylprednisolone 32 mg par jour ou encore la prednisone 40 mg jour. Et de toutes les façons, uniquement chez les patients critiques ou sévères et pas du tout chez les patients en ambulatoire. Pourquoi on ne donne pas la corticothérapie d'emblée? Parce que vous savez très très bien que nous avons une phase virale et une phase inflammatoire. Et si jamais on va donner la corticothérapie trop tôt, là, si on n'a pas
d'infection en cours, vous savez qu'on a un certain équilibre entre tout ce qui est pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Quand on est infecté, nous sécrétons des cytokines pro-inflammatoires dominées par l'interleukine 6, mais rapidement, dès qu'on contrôle l'infection, on a une sécrétion de cytokines anti-inflammatoires dominées par interleukine 10 qui va arrêter le processus. À cause de prédisposition génétique, et là c'est des gènes qui sont inscrits, on ne peut pas les changer, on a un excès horrible de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et une absence quasi totale de sécrétion de cytokines anti-inflammatoires, ce qui va générer le rage cytokinique, et c'est là où on doit administrer tout ce qui est immunomodulateur pour arrêter le rage cytokinique qu'on ne peut pas du tout prévenir. Alors, pour les anti-interleukine 6, tocilizumab, à leur tête, c'est 8 mg kg sans dépasser 800 mg, une seule dose en perfusion de 1 heure. Et là, c'est recommandé par l'OMS, surtout quand le patient est relativement sévère, quand il a besoin d'oxygène, quand il a des besoins en oxygène qui manquent très rapidement. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il recommande l'association interleukine 6, bloqueur interleukine 6 et corticothérapie, mais aussi les anti-JAK. Et là, pourquoi aussi bien l'IDSA que l'OMS, que NICE, que toutes les instances internationales recommandent la corticothérapie, les anti-interleukine 6, parce que ça diminue un tout petit peu, c'est vrai, la mortalité, mais ça agit essentiellement au niveau de la ventilation, ça épargne la ventilation des patients et ça raccourcit la durée d'hospitalisation. Donc l'intérêt même, c'est au niveau de la durée de l'hospitalisation, donc c'est un coût en moins, c'est un risque d'infection nosocomiale en moins aussi. Pour les anti-JAK, là ils sont en premier représentés par le paricitinib, là c'est 4 mg jour pendant maximum 14 jours et c'est recommandé pour les formes sévères et critiques, de préférence en association avec les anti-interleukine 6 et la corticothérapie, et c'est la même chose pour les DSA. D'autres inhibiteurs de JAK existent aussi, qui sont non recommandé actuellement, sauf si on n'a pas accès aux autres interleukine 6. En premier, Alors, pour les antibiotiques, pas besoin d'antibiothérapie pour la Covid du tout, hein, parce que c'est une infection virale et que le risque d'infection est mineur. Quand est-ce qu'on va essayer de prescrire une antibiothérapie? C'est uniquement quand on suspecte une pneumonie de surinfection ou qu'on a réellement une infection en cours, une infection urinaire, une infection des parties molles, un hématome surinfecté chez un patient. Mais de toute façon, pour asseoir le diagnostic d'une pneumopathie, il faut avoir éventuellement l'aide d'une... Là, c'est NICE, c'est les Britanniques. Une hyperleucocytose, une radio qui montre une pneumopathie, un prélèvement respiratoire, de préférence par une PCR multiplex qui montre la présence de bactéries, ou encore l'attestation d'une culture positive ou un antigène pneumococcique ou légionnel éventuellement au niveau des urines. De toutes les façons, la CRP, on ne peut pas compter dessus. Les infections bactériennes lors de Covid sont réellement exceptionnelles, mais malheureusement, les patients prennent beaucoup d'antibiotiques et là, ça mène directement vers les résistances. Et comme vous le savez, nous sommes en train de voir des bactéries tout au air parfois. Et malheureusement, ça prédispose à tout ce qui est champignons, à la mucormycose. Là, c'est une femme qui est décédée, elle avait à peine 52 ans. L'azithromycine, c'est une mucore très particulière cutanée. Ça a commencé au niveau de la peau, c'est pas au niveau des sinus. Pour l'azithromycine, ce n'est pas du tout recommandé, quelle que soit la stratégie qu'on va regarder, mais elle augmente le risque d'aspergillose en réanimation. Et pour nous, Tunisiens, nous avons bien sûr recommandé de ne pas donner d'antibiotiques depuis 2020. Les anticoagulants, ils sont normalement l'apanage des formes sévères et critiques, mais on ne doit pas les prescrire l'argananu et on ne doit pas demander de toutes les façons des troponines un peu partout. Pour les Tunisiens, nous avons un protocole que vous connaissez très très bien, quelle que soit la fonction rénale. Et pour l'OMS, ils recommandent de la donner bien sûr dans les formes sévères et dans les formes graves, de chercher systématiquement s'il n'y a pas une thrombose quelque part, mais on ne sait pas réellement si ça prévient l'embolie pulmonaire ou si ça prévient les thromboses de manière générale. Et ce qui est recommandé actuellement, c'est de ne plus utiliser les doses fortifiées. Il faut rester sur le classique qu'on connaît, pas de dose hypocoagulante et pas de dose anticoagulante, sauf thrombose avérée. La
ça agit peut-être sur la mortalité, peut-être sur l'embolie pulmonaire, mais on n'est pas très très certain. D'autres traitements existent, c'est l'hydratation, la déambulation, l'aération, les douches, la lecture, la musique, tout ça est très très important pour garder le moral du patient. Mais de toute façon, le traitement symptomatique est très très recommandé. Si on a une toux gênante dyspnéisante, c'est les antitussifs, les antihistaminiques peuvent aider. Les corticoïdes inhalés uniquement pour agir sur l'intensité de la toux, mais ce n'est pas recommandé pour le traitement. Et de toute façon, si on a quelqu'un qui n'arrive pas à respirer correctement, il faut éliminer les autres facteurs de gravité et essayer d'améliorer la fraîcheur de la chambre, l'aération de la chambre et discuter avec lui pour qu'il puisse mieux respirer. Tout ce qui est vitaminique n'est pas du tout recommandé et depuis longtemps. Depuis 2020, ce n'est pas recommandé, mais actuellement, c'est écrit noir sur blanc un peu partout dans toutes les recommandations. Pas de vitamine D, pas de zinc, pas de vitaminothérapie C ou autre. Les anxiolytiques aussi sont très importants parce que l'anxiété est un facteur de risque aggravant majeur et les patients qui sont anxieux, qui ne sont pas coopérants, ont été sortis dans tous les travaux comme un facteur de gravité majeure. D'où l'importance de l'empathie, de discuter avec le patient, de lui expliquer ce qu'on est en train de faire, de l'encourager, de l'aider à mieux respirer. La phytothérapie, magnésium, les anxiolytiques peuvent aider. Pour les Britanniques, ils peuvent même recommander les benzodiazépines. Mais là, réellement, il faut le prendre avec 2 pincettes parce que c'est des inhibiteurs respiratoires puissants. Ivermectine a fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas du tout recommandé parce que ça ne génère aucun gain par rapport au comparateur. Toutes les recommandations internationales ne le recommandent pas. L'hydroxychloroquine non plus, ça ne sert à rien. La famotidine non plus, la colchicine non plus, réellement, nous n'en avons pas du tout besoin parce que ça génère plus d'effets indésirables. Il n'y a pas de gain sur le plan lecture critique des articles. Alors, pour récapituler, les formes sévères, on ne fait pas grand-chose à part prévenir en cas de haut risque d'hospitalisation de mortalité. On va donner nirmatrelvir et ritonavir en association à molnupiravir si jamais celui-là n'existe pas, remdesivir. Si jamais j'ai une forme sévère ou une forme critique, c'est là la place de l'association des 3 corticoïdes anti-interleukine 6 et baricitinib. Pour les autres formes cliniques, rien à donner. Réellement, tout ça, c'est à bannir. Nous n'en avons pas du tout besoin. Pour les Américains, forme modérée, c'est l'association des 3. Rien de tout ça, pas de corticoïdes, pas d'anti-interleukine 6, pas de baricitinib. Et si jamais on est sur une forme sévère ou critique, qu'elle soit avec ventilation mécanique ou sans, c'est essentiellement les 3 qui modulent la réaction inflammatoire qu'on va utiliser. Chez nous, on va devant une forme Covid confirmée, poser la question, est-ce qu'on a besoin d'oxygène ou pas? S'il n'y a pas besoin d'oxygène, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? S'il n'y a pas de facteurs de risque, un traitement symptomatique. S'il y a des facteurs de risque, nous avons la même, mais nous n'avons pas encore la molécule. C'est nirmatrelvir et ritonavir pendant 5 jours. Si jamais on a besoin d'oxygène, c'est l'hospitalisation, qu'elle soit à domicile ou à l'hôpital ou ailleurs, avec Dexa, héparine, oxygène adapté, on n'a pas autre chose. S'il y a majoration rapide des besoins en oxygène, c'est une question qu'on se pose. S'il n'y a rien, on garde le même traitement. Si oui, on va associer un anti-interleukine 6, le seul qu'on a du moins validé dans le pays, le tocilizumab. S'il y a amélioration, on garde le traitement classique, donc la corticothérapie, et on voit l'évolution du patient, sinon l'AREA. Alors, en prévention, comme vous le savez, c'est les méthodes habituelles, rien à rappeler, mais on a aussi les anticorps monoclonaux à longue demi-vie. Et là, c'est recommandé en Grande-Bretagne depuis mars 2022 chez les enfants de plus de 12 ans, et donc les adultes et enfants de plus de 12 ans ayant au moins 40 kilos. Et là, il faudrait réellement que le patient soit ait une contre-indication de la vaccination et qu'il n'ait pas eu un contact récent avec un Covid+. La vaccination, comme vous le savez, a prouvé son efficacité et ceci, quel que soit la souche circulante du virus, ceci s'associe de toutes les façons à un déclin progressif du titre d'anticorps au bout de 4 à 6 mois, surtout avec la forme delta initialement, mais on sait que de toutes les façons, nous gardons une immunité cellulaire qui est durable, qui dure plus que 13 mois. De toutes les façons, la vaccination diminue le risque d'infection de 5 fois, le risque d'hospitalisation de 10 fois, le risque de décès de 10 fois. Et quand on regarde les publications les plus récentes, nous avons épargné au monde
une mortalité, tout ça, c'est des décès épargnés grâce à la vaccination. Et vous voyez que nous, avec le Maroc, on fait partie des pays qui ont le plus épargné des décès. Et là, on est sur à peu près 41 à 59 par 10 000 personnes qui ne sont pas décédées grâce à la vaccination. 2 doses ou 3 doses, de toutes les façons, la vaccination est toujours efficace. Elle est efficace sur l'infection, sur les risques d'hospitalisation, sur l'hospitalisation elle-même, mais aussi sur le décès. Et la vaccination, de toutes les façons, génère, c'est vrai, un risque de réinfection après qui est rare, mais aussi l'infection elle-même qui donne une durée de protection prolongée grâce à l'immunité cellulaire qui souvent avec la maladie elle-même, oui, mais aussi avec les vaccins à ARN messager. La 3e dose est encore plus efficace que la 2e, mais on a vu de plus en plus des écrits à propos des effets indésirables sévères, et nous en avons vécu nous-mêmes, et c'est des effets indésirables qui se voient entre le 5e et le 42e jour après la vaccination, surtout après la 2e dose. Et elles sont dominées par les thromboses et les complications myocardiques. Alors, pour la myocardite, ça a commencé par cette publication israélienne, parce qu'ils étaient les premiers à faire beaucoup de vaccinations à large échelle, et ils ont remarqué que les enfants, en particulier les garçons, de 16 à 19 ans, de 20 à 24 ans et de 25 à 29 ans, font plus de myocardite que ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Or, on sait tous que la myocardite est une maladie des garçons. C'est inné, c'est comme ça, les garçons font plus d'infections virales compliquées de myocardite que les jeunes filles, et que ce risque de myocardite était essentiellement en post-deuxième dose. Mais ce risque de myocardite était associé à des formes mineures qui n'ont pas donné de forme très grave. C'était essentiellement résolutif dans la semaine, même s'il y a eu 2 décès qui ont été décrits dans la littérature, mais chez des jeunes de 24 ans. Alors, je vous rappelle par contre que le SARS-CoV-2 a... Il vous reste 3 minutes. Donc, merci Lucille. Alors, le risque d'atteinte myocardique est majeur avec Covid, qui est toxique pour le cœur, indirectement, mais aussi directement, même s'il n'entre pas réellement dans le myocyte. Et il peut donner aussi bien des myocardites, des infarctus, des insuffisances cardiaques, une arythmie, mais aussi toutes les formes d'atteinte myocardique possibles et imaginables, avec un risque relatif de péricardite à 5 et de myocardite fulminante ou non à 18 fois par rapport à quelqu'un d'autre qui n'a pas fait le Covid. Alors, est-ce que tous les vaccins se valent? Au fait, les complications thromboemboliques et myocardiques étaient essentiellement associées aux vaccins à ARN messager et aux vaccins à vecteur, mais pas du tout aux vaccins vivants atténués. Et que quand on regarde l'IDM, c'était essentiellement les vaccins à ARN messager qui étaient responsables. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne se vaccine pas? Pas du tout, parce que quand on regarde d'une façon très très analytique qui fait les myocardites, qui fait les problèmes en particulier de myocardite, ce sont les enfants. Et sur cette étude allemande, ils ont regardé le risque de myocardite et les données chez les 10 à 17 ans, et ils ont vu qu'en 2021, il y avait un accroissement de risque de myocardite avec la vaccination des enfants. Et quand on voit la Covid elle-même, elle ne génère pas beaucoup de myocardite chez les enfants, mais le vaccin, oui. Alors, question, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vacciner les enfants ou pas? Est-ce qu'il y a un risque majeur de myocardite ou pas? Et c'était similaire à des données qu'ils avaient déjà publiées pour les 18-30 ans, et c'est toujours les garçons. Alors, quand ils ont regardé, et là c'est les Américains, en fait, nous avons des myocardites essentiellement chez les garçons, là c'est les 18-29 et les 30-39 ans. Après la première dose, il y a un risque de myocardite avéré, mais surtout après la 2e dose, mais pas du tout après la 3e. Et donc, est-ce qu'on va les vacciner ou pas? Là, quand on regarde, là c'est le risque relatif de myocardite chez les enfants de 16 à 17 ans. Celui-là, c'est pour les 12 à 15 ans et encore plus pour les 5 à 11 ans. Si on regarde les personnes qui n'ont pas de comorbidité, le risque relatif de myocardite est beaucoup plus important que le risque de Covid. Par contre, quand on a au moins une comorbidité, même si on la pondère par rapport à 40% de risque de Covid, là, le risque de myocardite et de complications liées à la Covid dépasse de loin le risque de myocardite. Alors, la recommandation forte, c'est de vacciner uniquement les enfants et les adolescents qui ont des comorbidités. Ceux qui n'ont pas de comorbidité, il ne faut pas
les embêter, sauf s'il y a quelqu'un dans la famille qui risque gros. Et je vous rappelle que le risque de myocardite avec le SARS-CoV-2 est 59 fois plus important que celui généré par les vaccins. Et de toutes les façons, sur une étude, j'ai quasiment fini, si vous dites. Là, c'est une étude à Hong Kong qui était très très belle, qui a fait la comparaison entre les myocardites observés en 2019, donc avant Covid. Les myocardites avec Covid, c'était 15 fois plus important minimum que le risque habituel. Là, c'est 59 fois plus important. Et quand ils ont regardé le vaccin, que ce soit à Hong Kong, aux USA, en Israël ou en Grande-Bretagne, le risque relatif lié à la vaccination était comparable au risque relatif de myocardite avant l'ère de la Covid elle-même, et c'était de toutes les façons bel et bien inférieur au risque de la Covid. Quand ils ont regardé par type de vaccin, là, le vivant ne génère pas grand-chose, et par contre, l'ARN messager était identique au risque de myocardite avant l'ère Covid, et de toutes les façons, c'est toujours inférieur au risque de myocardite généré par Covid. Et quand ils vont regarder par tranche d'âge, là, quand on a 12 à 15 ans, le risque généré par la vaccination est de loin supérieur au risque de base, mais reste quand même inférieur globalement au risque de Covid. Et là, c'était aussi bien en 2018 qu'en 2019. Le comparateur, ça donne la même chose. Le risque de myocardite généré par Covid est de loin plus important. Et donc, on a à vacciner pour protéger contre les myocardites au contraire, et que le risque de myocardite généré par la vaccination rejoint le risque relatif aux infections virales habituelles. Et là, de toutes les façons, quand on regarde l'apport de la vaccination, nous avons épargné énormément de vies, parce qu'on a 15 300 vies qui sont maladies qui ont été épargnées, 700 vies qui ont été épargnées, mais c'est vrai que pour les 12 à 24 ans, nous avons un risque relatif de myocardite chez les garçons qui est beaucoup plus important, chose qui ne se voit pas chez les filles. Donc, en sachant que le risque de myocardite est plus important quand on n'a pas de comorbidité, il faut vacciner les enfants et les adolescents quand ils ont ce problème de comorbidité. Donc, pour le futur, le vaccin, c'est un outil essentiel pour la prévention des décès et de l'hospitalisation. Nous avons une diminution de la réponse immune, essentiellement sur le titre d'anticorps, mais l'immunité cellulaire est bel et bien là pour nous protéger. Il y a de nouvelles compositions de vaccins qui sont dues aux variants très transmissibles, de la création actuelle. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps pour la discussion. Si les futurs, on peut le discuter. Et je vous appelle encore. Donc, c'est pour la conclusion. Vas-y. Alors, donc, là, pour la conclusion, de toute façon, on a tout dit. Pas d'antibiotiques sauf si infection prouvée, pas de corticoïdes sauf si besoin d'oxygène, pas d'anticoagulants sauf forme sévère et critique. Hydratation, traitement symptomatique, déambulation, gérer le stress, l'empathie, éduquer le patient, discuter avec lui, gérer les comorbidités. C'est une maladie de plus en plus bénigne, grâce à l'apparition des nouveaux variants qui se sont adaptés à l'homme, mais malheureusement l'évolution reste imprévisible avec des facteurs d'aggravation qui évoluent avec le temps. Il y a la charge virale qui est plus élevée, plus le risque est important. La génétique malheureusement on ne peut rien faire dessus. Le pronostic à court, moyen et long terme, on reste à discuter avec la post-Covid et tout ça. Et puis la surveillance doit être étroite pour pouvoir s'adapter à l'état clinique du patient, et la prise en charge reste évolutive avec une prévention qui est actuellement personnelle et collective pour protéger les plus fragiles, vaccinant les plus fragiles, c'est ça l'important et la chose la plus importante. Merci Eline pour cette mise au point excellente, exhaustive. Moi, j'ai insisté pour laisser un peu le temps à l'assistance pour avoir l'échange. Et à mon avis, c'est très, très important. Alors, on va réserver 10-15 minutes. Peut-être on va déborder 5 minutes maximum. Et je vais donner la parole dans l'ordre pour le moment à Sali, Hedi Rairi, Basma Vahri et Leïla. Et on fera alors là les 4 premières questions. Vas-y. Oui, merci beaucoup. Je ne peux pas dire un tour d'horizon, là. C'est pratiquement tout dit. Sauf que je vais vous dire une petite réflexion et puis une question. La première réflexion, c'est qu'avec la naissance de covidologues génération spontanée innée, on n'a pas eu beaucoup d'humilité. Quand je vois qu'après un mois, on fait des recommandations fortes sur des niveaux d'évidence très, très, très faibles, c'est quand même poussé à l'erreur en quelque sorte. C'est pour ça qu'on aurait dû tempérer et attendre.
Maintenant, ça, c'est un avis de tout ce qu'on a pu faire qui n'aurait pas dû être fait. Donc, je vais vous poser la question. Vous, avec votre expérience, parce qu'on vous appelle Madame Covid, en gros, avec votre expérience, si on se replonge dans le passé, qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire? Réponse courte et question de préférence courte pour que l'on puisse avancer. Réponse courte, on n'a pas le choix. Alors, on ne savait rien de la maladie. C'était compliqué. On s'est basé sur ce qu'on connaissait sur le SARS-CoV-1 et sur le MERS. Il y avait des publications qui arrivaient en masse, donc on regardait de près ce qui se passait. Il y a probablement la peur panique qui n'aurait jamais dû exister. Ça, c'est la première évidence. Deuxième chose, je crois que c'est les gardes, comme ça, quelqu'un qu'on voit le jour J1, puis J2, il y a quelqu'un d'autre qui le voit. Ça, c'était l'une des grosses erreurs monumentales qu'il ne faut jamais refaire, parce qu'un malade reste un malade. Il faut qu'il soit pris en charge par le même médecin. Après, c'est vrai que l'antibiothérapie, la corticothérapie, les gens, ça a fusé un peu de partout, peut-être à cause de la communication, peut-être à cause d'un manque de confiance, peut-être parce que chacun préparait les choses de son côté, mais ça a fait beaucoup de mal aux personnes, et là, on est en train de le palper sur le plan microbiologique. Très bien. Question courte, s'il vous plaît, et réponse courte, on n'a pas le choix. Oui. D'accord. Moi, je voulais poser la question, du moment que le virus est devenu beaucoup moins virulent, est-ce que tu penses que c'est important de faire la 4e dose? Et est-ce que tu penses que toutes ces recommandations... Vas-y, question. Toutes ces recommandations sur les médicaments restent vraiment valables, Oui. notamment pour la prévention chez les sujets qui ont des comorbidités? Oui, une réponse courte. Comme la grippe, c'est réellement, il faut raisonner de la même façon. Nous avons des personnes qui sont prédisposées à faire des formes graves. Ces formes graves, on doit tout tenter. Donc, immunomodulation, antiviraux. Donc, obligatoirement, on est obligé de le faire. Après, pour la vaccination, quand on a un facteur de risque de gravité, quand on a plus que 60 ans, quand on a une comorbidité, quand on est obèse éventuellement et tout ça, tout ce que vous connaissez, la vaccination une fois par an, comme pour la grippe, est de mise le même jour, une dans chaque épaule, le temps qu'ils nous fassent le combiné où il y a aussi bien la grippe que la Covid. Très bien. Basma, réponse courte. C'est pratiquement, je reviens un tout petit peu, je rejoins mon ami Dr Ghraïri. Moi, je reviens sur la première plaque, votre première plaque, où tu disais que le virus, il s'est adapté à l'homme. Moi, je pense que le virus, il s'est fragilisé par les multiplications multiples, donc il a acquis, avec les mutations et tout ça, il s'est fragilisé tout seul, voilà. Et puis, l'homme, il s'est adapté au virus par l'acquisition d'une certaine immunité, principalement liée à l'infection. Bon, ça reste un grand point d'interrogation par rapport à la vaccination, et j'arrive à ma question. On est vraiment à court, du moins que moi, à court d'arguments. J'arrive pas à convaincre mes malades pour aller se vacciner, avoir cette 5e dose. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Tout en sachant, rien qu'en voyant ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, où la vaccination était large, massive, et quand on voit actuellement avec ce nouveau variant, honnêtement, il y a de quoi se poser la question. Réponse courte. Pour ce qui est des virus respiratoires, la grippe, on la connaît depuis 400 ans avant Jésus-Christ. Elle n'a jamais disparu. Et c'est des virus qui évoluent par vagues. Là, c'est dans leur nature, Basma. Donc, ils ne peuvent pas disparaître. On a des infections. On peut avoir jusqu'à 1 milliard d'infections. Ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas un dépassement du système de santé. Et là, ceux qu'il faut réellement convaincre de la vaccination, c'est les plus fragiles. Ceux qui ont les facteurs de risque de gravité. Comme on le fait pour la grippe chaque année, on fait la Covid aussi. Après, il faut expliquer aux gens qu'infection ne veut pas dire hospitalisation. Et 40 000 cas ou 60 000 cas en France par jour ne veut pas dire qu'ils sont dépassés au niveau des hôpitaux. Mais il faut protéger les plus vulnérables par la vaccination et par les moyens habituels. Mais de toutes les façons, c'est le virus qui s'adapte à l'homme parce qu'il ne veut pas tuer son hôte. Donc, il devient de plus en plus gentil grâce aux mutations. Et l'argument fort, à mon avis, c'est de dire que la couverture vaccinale ne dure que 3 à 6 mois. Et il faut dire aux patients, là, vous n'êtes plus couvert. C'est vrai que c'est moins virulent, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une infection. Et voilà, moi, je pense que là, c'est un argument valable. Je ne sais pas si nos amis français, donc Hervé Mal, veut prendre la parole pour nous donner un peu ce qui se passe chez eux. Après, je vais revenir vers toi. Par rapport à
à la conviction, aux argumentaires pour essayer de convaincre les gens de se faire vacciner. Comment ça se passe de l'autre côté en France? Oh, bah, Là où il y avait la carte. Je pense que tu as bien compris. En France, on a les mêmes questions. La 4e dose, la 5e dose, les gens se posent la question, commencent à être lassés. Mais je pense qu'il faut leur expliquer que le virus est évolutif et que le vaccin s'adapte au virus et que c'est un bon argument qui vient d'être donné. Ouais. En fait, là, c'est juste pour vous redire, peut-être que je me suis mal exprimée. Ce qui est rouge, c'est le nombre de décès épargnés. Ce n'est pas le nombre de décès. Donc, en fait, plus c'est rouge, plus on a gagné. C'est pas l'épidémiologie mondiale. Ça, c'est les décès épargnés. Oui. Moi, je voudrais un petit commentaire sur la valeur de la vaccination en termes de limitation de la transmission. Oui. Vous pouvez peut-être juste commenter un peu là-dessus. En fait, ça a été observé initialement dans des études anglaises où ils avaient regardé quand il y avait des personnes vaccinées et non vaccinées au sein de la même maison et d'autres où il n'y avait pas la vaccination. Ils ont observé une limitation claire, nette du risque de transmission. Donc ça a été publié et ça a été validé. Très bien. Je donne la parole. Laïla, je te donne la parole. 100%. Question courte. Courte. De toute façon, on a 3 minutes encore. On a 3 minutes. On peut même dépasser de 2 minutes. Prendre quelques secondes. Rim, merci beaucoup pour cette présentation. Rim, on se rappelle tous de l'expérience des différentes vagues. Hein. Tu as été submergé par les patients et tout. Alors, ma question. Là, on va devoir gérer les patients graves, finalement. Hein. Et quand on va les hospitaliser, on a pris l'habitude. Oxygène, on passe PPC, ventilation, puis après on passe la main au réanimateur. Je pense que vous avez vécu largement. Bref, maintenant, est-ce que sur les nouvelles recommandations, on a appris de différentes, je ne dirais pas des fautes, mais des expériences, est-ce qu'il y a lieu, et certains parlent de ça, de ne pas trop prolonger la ventilation de nos patients en milieu pneumologique et de confier nos patients vers les réanimateurs de façon beaucoup plus précoce pour qu'il y ait une intubation. Et là, je voudrais vérifier, est-ce que sur les nouvelles recommandations, ça ressort de façon plus claire, parce que peut-être qu'on sera amené à les prendre en charge. Et à ce moment-là, on argumentera beaucoup plus avec nos réanimateurs et notre façon de prise en charge. Voilà, courte. Alors, la réponse va être très courte, parce que la question était... Plus on raccourcit le non-invasif, mieux c'est. Parce qu'il y a le risque d'inhalation de champignons, de beaucoup de choses. Mais là, c'est des choses qui se font en discussion, au cas par cas. Il n'y a pas un malade qui ressemble à un autre. Donc, il faut se mettre entre pneumo-infectieux, réanimateur, à discuter au cas par cas. C'est ce qu'on va faire pour monsieur ou pour madame. Mais moi, je pense que lorsqu'on était débordé, c'était plus la discussion au cas par cas, c'était les possibilités, les capacités d'absorption. Toutes les bonnes décisions ne se prenaient pas finalement, parce qu'on était saturé, on était dans une situation extrêmement difficile. D'autres questions? Alors, une question. Alors, c'est le président de la société qui lève la main. Il est prioritaire. Samy, à toi la parole. Après, je vais donner la parole à Thoraya et Bassem. Samy. Oui, non. C'est-à-dire que la vague Delta, nous avons été bien frappés par la vague Delta. Nous étions pratiquement le premier pays aussi durement touché parce que les Tunisiens ne respectaient pas tellement les règles de prévention. Et donc, au lieu d'aplatir la courbe, on a plutôt augmenté énormément le nombre de malades en un temps très court. Et BA5 aussi était, je dirais, l'équivalent d'une vaccination presque de l'ensemble de la population. Et ceci doit, donc le fait de tenir compte de ces spécificités très importantes dans les prochains temps pour pouvoir réellement répondre convenablement aux besoins de la population sans aller trop dans la revue de la littérature et la réplication de ce qui se passe dans les autres pays. Merci Samy. Donc c'était un commentaire très très court.
Moi, ma question se porte sur ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on constate aujourd'hui, après 2 années de Covid, c'est qu'on a des infections respiratoires qu'on ne voyait pas avant. On a d'emblée des infections communautaires avec des malades porteurs de 2, voire 3 BGN et multirésistants. On est un centre de thoracique, Oui, on est 7 services de pneumologie et on se concerte, on voit des pleurésies purulentes à une fréquence qu'on ne voyait Donc c'est par jamais. rapport à la qu'est-ce qui se résistance, passe l'émergence de aujourd'hui? résistance. Voilà. L'émergence de résistance en post-Covid. Là, c'est l'utilisation massive des antibiotiques qu'on a tous vécu. Malheureusement, moi, j'ai personnellement été attaquée parce que j'ai dit à tout le monde qu'il ne faut pas prescrire d'antibiotiques. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans le pays. Après, malheureusement, on n'avait pas tous fonctionné de la même façon. Et il y a eu une prescription jusqu'à, j'ai vu des ordonnances avec 4 antibiotiques sur la même ordonnance. Hein. Très bien, donc elle est dans le même esprit. On a des résistances Il y a massives. probablement une émergence de résistance. Bassem, très courte, parce qu'on déborde dans le temps. Par rapport aux formes graves, c'est vrai, théoriquement, il faut mettre des corticoïdes dexaméthasone 6 mg. Et dans notre expérience clinique, on commence, c'est vrai, avec 6 mg. Parfois, on est très embêté et on est obligé de monter les doses. Donc, c'est très théorique, ça dépend des patients, ça dépend de la situation. C'est la première question. Et ma deuxième réflexion, est-ce que vous avez vu beaucoup de formes sévères chez les tabagiques actifs? J'ai l'impression que les tabagiques actifs donnerait moins de formes graves. Hein. C'est les hospitalisations. Lorsque je pose la question, non, je ne suis pas fumeur à chaque fois. Donc par rapport aux tabagiques, est-ce qu'ils sont relativement protégés en quelque Non, sorte? pas du tout, c'est un facteur de risque de gravité. D'ailleurs, on a eu beaucoup de tabagiques, de fumeurs de narguilé, de BPCO dans le service. Et on était très embêtés parce qu'il fallait qu'on demande de l'aide aux pneumos, parce que nous, on ne sait pas gérer la ventilation de BPCO, c'est pas du tout évident. Après, pour la corticothérapie, c'est au fait, plein de protocoles existent, mais celui où il y a le plus de bénéfices et le moins d'effets indésirables, c'est les 6 mg. Après, au réanimateur, il y a eu même ceux qui ont donné des bolides sur le médrol. Donc ça, c'est plus vous raccourcissez, mieux c'est, parce que le risque de la fragilité due à la corticothérapie peut se voir avec le temps. Mais si vous associez tocilizumab, corticoïdes, et si on a la chance d'avoir l'antiviral, là, ce sera magnifique.